Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la lecture animée de Tom Sawyer. On n'a pas de micro, donc je vous demanderai d'être très attentifs. Merci, bonne écoute. La décision de Tom était prise. Son moral était très bas. On l'oubliait. Il n'avait plus d'amis. Personne ne l'aimait plus. Quand on apprendrait jusqu'où le désespoir l'avait poussé, peut-être que certains se frapperaient la poitrine. Il avait fait son possible pour rester dans la bonne voie. On ne l'avait pas laissé faire. On avait voulu se débarrasser de lui, soit, de là, à le rendre responsable des conséquences que cela pouvait avoir. Il n'y avait qu'un pas. Quel droit le pauvre abandonné avait-il de se plaindre? Le sort en était jeté. Il n'avait pas le choix. Il ferait sa carrière dans le crime. Tout en réfléchissant sur ce thème, il descendait Meadowland, loin, très loin. Il entendit la cloche de l'école qui sonnait lors de la rentrée. Alors penser qu'il n'entendrait plus jamais ce son qu'il connaissait si bien, il eut le cœur gros. L'épreuve était dure, mais elle lui était imposée. Puisqu'il fallait affronter les périls d'une nouvelle vie, il se soumettait. Il pardonnait à ceux qui étaient cause de son malheur, et il se mit à sangloter. Sur ces entrefaites, il se trouva face à face avec son ami de toujours, son bon vieux copain Joe Harper. Joe, lui aussi, avait l'air sombre et énigmatique. Lui aussi paraissait nourri de mystérieux desseins. Les deux hommes à peine vibraient à l'unisson. Tom, s'essuyant les yeux avec sa manche, commença à raconter à Joe qu'il avait pris la résolution de se soustraire au mauvais traitement qui subsistait chez lui et de s'enfuir à tout jamais dans le vaste monde. Il termina en exprimant l'espoir que Joe, lui, ne l'oublierait pas. Par une coïncidence singulière, Joe se trouvait exactement dans le même cas. Il avait précisément l'intention de faire part à Tom de la même résolution. C'est dans ce dessin qu'il le cherchait. Joe venait d'être fouetté par sa mère pour avoir absorbé un bol de crème auquel il n'avait pas touché, dont il ignorait jusqu'à l'existence. C'était un prétexte, il était clair qu'elle en avait assez de lui et qu'elle souhaitait le voir partir. Tel étant le cas, il n'avait qu'une chose à faire, c'était de s'en aller. Il lui souhaitait d'être heureuse et ne jamais regretter d'avoir laissé partir son pauvre enfant tout seul dans un monde insensible et cruel. Tout en déambulant mélancoliquement, les deux amis se jurèrent de se soutenir, de se considérer comme des frères et de ne plus se séparer jusqu'à l'heure où la mort les livrerait de leurs soucis. Ils se mirent à dresser des plans. Joe aurait voulu être ermite et vivre de vieilles croûtes de pain dans une caverne jusqu'à ce qu'il meure de froid, de privation et de chagrin. Mais après avoir pris connaissance du point de vue de Tom, il admit volontiers qu'après tout, le crime avait son bon côté et que la carrière de pirate lui souriait assez. À 5 km en avant de Saint-Pétersbourg, à un endroit où le Mississippi est près de 2 km de là, il y avait une île, longue et étroite, boisée inhabitée, que l'on appelait l'île Jackson. Un banc de sable permettait de l'atteindre. Elle constituait donc un parfait lieu de rendez-vous pour les pirates. Elle était inhabitée. Elle se situait assez loin, du côté de la rive opposée, en face d'une épaisse forêt aux abords de laquelle il n'y avait pour ainsi dire personne. Le choix de l'île Jackson ne souleva donc pas d'objection. Quant à définir ce qui devait faire l'objet de leur piraterie, ils n'y songèrent même pas. Leur vint l'idée que l'ami Hawk serait le compagnon rêvé, et ils se mirent à sa recherche. Hawk ne demandait pas mieux de se joindre à eux. Pour lui, il n'avait pas de sous-métier. Toutes les carrières étaient bonnes. Les trois amis se séparèrent en convenant de se retrouver dans un endroit écarté, sur le bord de la rivière, à environ 3 km en amont du village. À leurs heures favorites, minuit. Il y avait là un petit radeau dont on s'emparerait. Chacun devait se munir d'hameçons et de lignes ainsi que de vivres qu'il se procurerait. Mieux valait ne pas dire comment. Ce n'est pas pour rien qu'on est hors la loi, et avant la fin de l'après-midi, il n'avait pu s'empêcher de répandre dans le village le bruit que, bientôt, on verrait du nouveau. Mais quel nouveau? Tous ceux à qui était révélé cet important secret avaient consigne de ne rien dire et d'attendre. Vers minuit, Tom arriva avec un jambon et diverses autres provisions. Il se posta dans un fourré sur une petite hauteur dominant le lieu du rendez-vous. Le ciel était clair. Il n'y avait pas de vent. Le large fleuve avait l'air d'un océan en repos. Tom écouta. Aucun bruit. Alors il fit entendre un léger sifflement. Du pied de l'escarpement, un sifflement lui répondit. Tom siffla 2 fois. On lui répondit de la même façon. Quelqu'un demanda à voix basse. Qui va là? Tom Sawyer, le vengeur noir de la mer des Antilles. Qui êtes-vous? Hawk Finn numéro. Et Joe Harper, la terreur des mers. C'est Tom qui avait trouvé ce surnom dans ses livres favoris. Bien, donnez-moi le mot de passe. 100. Alors Tom lança son jambon du haut de la butte et se laissa glisser, en s'écorchant et en endommageant quelque peu ses vêtements. Il y avait bien le long du rivage un chemin praticable, mais à quoi bon être pirate si c'est pour faire comme tout le monde? La terreur de mer avait apporté à grande peine une énorme pièce de l'or fourni.
Fine les mains rouges s'était appliqué une poêle à cuire, du tabac en feuilles et des épis de maïs destinés à faire des billes. Les 3 pirates, il était le seul à fumer ou à chier. Le vengeur mort de la mer des Antilles déclara qu'on pouvait se mettre en route sans avoir de quoi faire du feu. C'était une sage précaution. À cette époque, on ne savait guère ce que c'était que des ennemis. Ils aperçurent à quelque distance sur un grand radeau un brasier qui achevait de se consumer. Ils s'en approchèrent prudemment et ils s'emparèrent d'une grosse pièce de bois et de quelques tisons. Ce fut là l'occasion d'une expédition solennelle menée dans toutes les règles de l'art. De temps en temps, l'un faisait chut et s'arrêtait brusquement, un doigt sur les lèvres. L'autre caressait la main d'un poignard imaginaire. Le chef chuchotait des ordres. Si l'ennemi bougeait, la consigne était de lui enfoncer dans le corps la lame jusqu'à la garde, parce qu'il n'y a que les morts qui ne tombent pas. Tous savaient très bien que les hommes du radeau étaient au village en train de se désaltérer ou de tirer une bordée. Mais cela n'était pas une raison pour ne pas procéder de la manière classique de pirates qui servent leur métier. La bande s'installa sur le radeau. Tom commandait, Huck manœuvrait la rame avant et Joe la rame arrière. Les sourcils froncés, les bras croisés, Tom se tenait à l'avant du navire et donnait ses ordres à voix basse. Le fait droit dans le vent. Bien, capitaine. Ce qui est ferme. Bien, capitaine. Quelles voiles sont larguées. Les basses, les unis et les clins phoques, capitaine. Faites monter les voiles de thé. Envoyez 6 hommes en haut. Larguez le petit phoque. Et que ça sorte. Bien, capitaine. Faites monter les voiles de thé, le perroquet. Les étangs et les bras. Vivement, les gars. Comme Bien, ça. bien, capitaine. Babord tout. Paré à mouiller. Babord. Comme ça, les gars. Bien, capitaine. Le radeau dérivait au-delà du milieu du fleuve. Les enfants le redressèrent et laissèrent filer les avions. Les eaux étaient basses. Le courant n'était donc guère que de 2 ou 3 nuits. Pendant les quelques 3 quarts d'heure qui suivaient, aucun propos ne fut échangé. Le radeau passant en vue du village, que quelques lumières permettaient de repérer, et qui dormait paisiblement sans se douter de l'importance des événements qui se déroulaient à peu de distance. Au-delà du vaste plan d'eau dans lequel se mirent les crânes, le vengeur mort, les bras croisés, jetait un dernier regard sur le théâtre de ses gens et de ses souffrances passées. Ah, si elle avait pu le voir, rêvant la tempête, affrontant tous les périls d'un cœur intrépide, un sourire amer aux lèvres, son imagination transportait l'île Jackson hors de la vue du village. C'était donc bien un dernier regard qu'il jetait, le cœur brisé, mais satisfait. Les autres pirates, eux aussi, jetaient un dernier regard, qui dura si longtemps qu'il faillit dépasser le banc de sable de l'île, et s'en aperçurent à temps, manœuvrant pour éviter les dangers de justesse. Vers 2 heures du matin, le radeau s'échouait sur le banc de sable près de la pointe de l'île. Les pirates débarquèrent avec leur chargement. Dans le radeau, ils avaient trouvé une vieille voile dont ils firent une tente abri pour leurs provisions. Quant à eux, ils dormirent à la baie d'étoiles. Les pirates pouvaient-ils en faire autrement? Leur premier souci fut de faire un feu près d'un gros tronc d'arbre à la lisière des sombres profondeurs de la forêt. Pour leur repas du soir, ils firent frire un morceau de lard dans la poêle et mangèrent la moitié de leur provision de pain de mince. Dans leur joie de festoyer en toute liberté dans une forêt vierge, sur une île inhabitée, inexplorée, loin des demandes des hommes, ils déclarèrent renoncer à tout jamais à la vie civilisée. Les flammes du foyer leur éclairaient le visage et projetaient une lueur rougeâtre sur les troncs des arbres environnants et les feuillages des broussailles. Quand la dernière tranche de l'or fut avalée, les dernières miettes de pain de maïs consommées, les enfants s'allongèrent sur l'herbe, épanouis de leur bonheur. Ils auraient pu trouver un endroit plus frais, mais pour rien au monde, ils n'auraient renoncé à leur feu. Épatant, hein? Fameux, qu'est-ce que diraient les autres s'ils nous voyaient? Ce qu'il dirait, mais il mourrait dans la vie d'être ici. Pas vrai, Huck? Ah, je comprends. Ce métier me va. Vous ne mangez pas tous les jours à ma faim, vous savez. Et puis ici, personne ne viendra nous embêter. C'est la belle vie. Pas besoin de se lever de bonne heure le matin. Pas d'école. Pas besoin de se laver, ni rien de tout ça. Tu vois, quand un pirate est à terre, il n'a rien à faire. Tandis qu'un ermite, il faut qu'il prie du matin au soir. Ce n'est pas le rêve d'être comme ça tout le temps. C'est vrai, ça. Maintenant que je sais, je préfère être pirate. Comme les pirates jouissent toujours de la considération générale, pour un ermite, il faut dormir à l'endroit le plus dur qu'il peut trouver. S'habiller de beurre, se couvrir la tête de cendre et rester dehors quand il pleut. Mais pourquoi faire s'habiller de beurre et se couvrir la tête de sang? Toujours est-il comme ça qu'ils font. Faudrait que tu le fasses si t'es ermite? Très peu pour moi. Alors, que ferais-tu? Je ne sais pas, mais pas ça. Comment vous irais-tu couper? Ça n'a rien à faire. Je fiche le camp. Fiche le camp, en voilà une ermite qui ferait l'ordre de la corporation. Fine les mains rouges ne répondit pas. Il avait mieux à faire. Il fallait creuser les maïs. Il y avait adapté un roseau et avait bourré de tabac cette pipe rudimentaire. Avec un tison, il alluma et se mit à tirer des bouffées de fumée odorantes avec une satisfaction non dissimulée. Les autres pirates lui enviaient ce vilain défaut et résolurent de s'initier au plus tôt. Huck demanda. Et qu'est-ce qu'ils font, les pirates? Les pirates? Oh, ils se à coups douce. S'emparent des bateaux, ils les brûlent,
Ils emportent l'argent dans les îles et la font garder sous la garde des fantômes et des revenants. Et puis, ils se débarrassent de l'équipage en tuant tout le monde à bord. On fait marcher les hommes sur une planche de bois au-dessus de l'eau. Et les femmes, on les tue pas? Non, les pirates sont chevaleresques et les femmes sont toujours splendides, bien sûr. Ne portent-ils pas de vêtements charmés d'or et d'argent et garnis des diamants? Qui ça? Bien, les pirates. Eh bien, je ne suis pas là-bas. Je regrette, mais je n'en ai pas d'autres. Mais ses compagnons lui certifièrent qu'une fois les aventures commencées, les beaux habits viendraient vite. En attendant, cela ferait l'affaire. Bien que certains pirates avaient pour habitude de ne se mettre en campagne qu'avec une garde-robe somptueuse. Peu à peu, la conversation ralentit. Les jeunes aventuriers avaient sommeil. La pipe tomba des mains de Huck. Il ne tarda pas à dormir du sommeil du juste. La terreur des mers et le vent noir de la mer des Antilles eurent plus de difficultés à s'endormir. Ils firent leurs prières en silence. Tout en restant couchés, personne en cet endroit n'étant là pour les surveiller. En fait, il avait bien envie de ne pas les réciter du tout. Mais il craignait, en prenant cette liberté, de provoquer de la part du ciel un brusque coup de tonnerre à leur particulière intention. Tout à coup, l'envie de dormir se fit sentir, et ils allaient y succomber, lorsqu'une intruse se présenta qui, elle, n'était pas d'humeur accommodant leur conscience. N'avait-il pas eu tort de s'enfuir, et cette viande qu'ils venaient de manger, ne l'avait-il pas bel et bien volée? Angoissante question. Ils essayèrent bien d'imposer silence à leur roman, en rappelant à leur conscience que bien des fois, ils avaient pris des bonbons et des pommes, mais la conscience n'admettait pas de si pauvres excuses. Quant à eux, il leur parut en fin de compte qu'un fait était certain, c'est que prendre des bonbons et prendre des pommes, c'était seulement chipper, tandis que prendre du jambon, du lard, c'était carrément voler. Et cela, le commandement de Dieu le défendait. Eh bien, tant qu'ils seraient pirates, ils ne voleraient plus. Et là, la conscience en repos, ces pirates curieusement inconséquents avec eux-mêmes, s'endormirent paisiblement. Quand Tom se réveilla le lendemain matin, son premier mouvement fut de se demander où il était. Il s'assit, se frotta les yeux et regarda autour de lui. Puis, la mémoire lui revenait. Le jour se levait. Une délicieuse odeur de canne émanait dans la forêt. Pas une feuille ne bougeait. Aucun bruit ne venait troubler la grande méditation de la nature. Sur les herbes brillaient des gouttes de rosée. Une couche blanche de cendre couvrait le feu. Un mince ruban de fumée bleue montait dans l'air. Joe et Huck dormaient encore. Loin dans les bois, un oiseau appela. Un autre lui répondit. Les coups de bec de pivert se firent entendre. Peu à peu, la brume grise du matin se leva. Les bruits se multiplièrent. La vie reprit dans toute son intensité. Aux yeux de l'enfant ébahi se révélait le merveilleux spectacle de la nature à son réveil. Une grille se pencha sur un arbre au-dessus de la tête de Tom et se délecta à faire des imitations de ses voisins. Telle une flamme bleue, un jet descendit, se posa sur une branche à la portée de Tom, pencha la tête et dévisagea les nouveaux venus avec une curiosité minutieuse. Je représailles. Tom réveilla les autres pirates, se levèrent en poussant des cris de joie. En un clin d'œil, ils se débarrassèrent de leurs vêtements et se précipitèrent dans l'eau claire qui bordait leur petite plage de sable blanc. Aucun d'eux ne regrettait le petit village qu'ils voyaient dormir là-bas. Par-delà la majestueuse largeur du fleuve, leur radeau avait été emporté par le courant, mais cet incident ne fit que les réjouir. Le dernier pont qui les reliait à la civilisation se trouvait coupé. Ils regagnèrent leur campement, tout revigoré, le cœur joyeux et lestement dans les talons. En un instant, le feu fut réanimé. Non loin de là, Huck découvrit une source. Avec de grandes feuilles, les enfants se confectionnèrent des gobelets. L'eau bue dans ces conditions leur parut valoir tous les cafés du monde. Joe se mettait déjà en devoir de coûter quelques tranches de lard pour le petit déjeuner. Quand Tom et Huck lui firent signe d'attendre, ils avaient remarqué au bord de l'eau un peu prometteur, qui se rendirent avec leurs lignes et la pêche fut miraculeuse. En un tournement, ils revenaient avec quelques perches, des gardons et un petit brochet, de quoi nourrir toute une famille. Ils firent frire ces poissons avec leur lard. Jamais un poisson ne leur avait semblé aussi délicieux. Puis un poisson frais, mais un riz lait, bien sûr. Mais leur notion gastronomique n'allait pas jusque-là. Ils ne se rendaient pas compte non plus que la nuit à la belle étoile, les exercices en plein air, le bain avait aiguisé leur appétit. Le repas terminé, ils firent la sieste à l'ombre tandis que Huck fumait sa pipe. Puis, ils partirent en exploration dans les bois. D'un pas l'autre, ils cheminèrent à travers le fouillis des sous-bois, enjambant les troncs d'arbres pourris, contournant les majestueux seigneurs de la forêt, garnis de lianes de la tête aux pieds. De temps à autre, ils traversaient une clairière herbeuse où abondaient les fleurs. En somme, beaucoup de choses à admirer, mais rien dont ils n'avaient assez tenu. Ils découvrirent que leur île avait environ 4 à 5 km de long sur 400 mètres de large, et qu'elle n'était pas séparée de la rive opposée que par un chenal d'environ 200 mètres. Ils se baignaient à peu près toutes les heures, si bien que l'après-midi était déjà avancé lorsqu'ils regagnèrent leur campement.
Il avait trop faim pour se remettre à pêcher. Le jambon fit les frais du repas. Après quoi, les enfants s'installèrent à l'ombre pour bavarder. Mais la conversation ne tarda pas à languir. Le calme des bois, le sentiment de la solitude commençait à agir sur les esprits. La réflexion reprit ses doigts. Une mélancolie vague les envahit. Ces pirates commençaient à éprouver la nostalgie de leur foyer. Finn numéro lui-même rêvait au grange et au tonneau qui lui servait d'abri. Toutefois, aucun n'avait le courage d'exprimer tout ce qu'il pensait. Depuis un moment, les explorateurs avaient distingué un bruit vague dans le lointain. Est-ce que parfois on prend brusquement conscience du tic-tac d'une pendule que l'on a longtemps entendu sans s'en apercevoir? Petit à petit, ce bruit mystérieux s'accentua, s'imposa à leur attention. Les enfants tressaillirent, se regardèrent et écoutèrent. Il eut un long silence, soudain rompu par une détonation sourde. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Ce n'est sûrement pas le tonnerre, particulièrement. Parlez pas, écoutez. Ils entendirent un instant qui leur fut l'effet d'un siècle. Allons voir. Ils se dirigèrent vers la rive qui faisait face au fleuve en écartant les broussailles. Ils examinèrent le fleuve avec attention. Environ 1500 ou 2000 mètres, le petit vapeur qui faisait le service régulier du fleuve descendait dans le sens du courant. Un grand nombre de barques à rame ou à vol accompagnaient le vapeur, mais il fut impossible aux enfants de voir ce que faisaient les gens. Bientôt, un grand jet de fumée blanche s'échappa du bordage et, tandis qu'elle formait un nuage au-dessus du vapeur, le même ruisseau se fit entendre. Je sais, il y a quelqu'un de noyé. C'est ça. Ils ont fait la même chose l'été dernier quand Bill Turner s'est noyé. Oui, ils tirent un boulet de canon à la surface de l'eau et ça fait remonter les corps. Il y en a qui utilisent des miches de pain. On y met du mercure, on jette le tout à l'eau et quand il y a un noyé, il flotte juste sur-dessus et il reste là. Ce n'est pas tant le pain, c'est au moment où l'on se le dit. J'étais là et je suis sûr qu'il ne disait rien. Je te garantis qu'il ne disait rien. Ça, c'est drôle. Les deux autres enfants finirent par admettre que Tom devait avoir raison. Comment un simple morceau de pain que l'on investit d'une mission de cette importance peut-il se comporter avec intelligence sans l'emploi d'une formule magique? Je sais, c'est nous. Instantanément, ils se sentirent devenir des héros. Quel triomphe! Ils avaient disparu. On les pleurait. Les cœurs s'étaient brisés. On versait des larmes. Des gens se reprochaient d'avoir été trop durs pour eux et en éprouvaient des remords. Mieux que cela, les disparus étaient l'objet de la conversation de tout le village. Ils faisaient envie à tous les camarades. C'était merveilleux. En somme, cela valait la peine d'être pirate. À la tombée de la nuit, le vapeur reprit son service régulier. Les embarcations en voile et à rame disparurent. Les pirates retournèrent au camp, débordant de vanité à la pensée de leur importance et du mal qu'on se donnait pour eux. Ils prirent du poisson et préparèrent leur souper en se demandant ce qu'on pouvait bien dire et penser d'eux au village. L'idée qu'ils se faisaient de la détresse de leurs parents et amis les flattait considérablement. Quand la nuit tomba, ils cessèrent peu à peu de parler. Les yeux étaient fixés sur le feu, mais de toute évidence, leur pensée était ailleurs. Leur excitation était tombée. Tom et Joe ne pouvaient s'empêcher de songer à certaines personnes restées chez elles, et qui ne devaient pas éprouver autant de plaisir qu'eux de cette belle escapade. C'était l'heure des regrets, de l'inquiétude. Un soupir ou deux leur échappa malgré eux. Et, au bout de quelques temps, timidement pour savoir ce que les autres en pensaient, Joe mit la conversation sur l'idée d'un retour à la civilisation. Peut-être pas pour tout de suite, mais... Tom répondit avec ironie à cette avance. Huck, qui n'avait pas encore donné son avis, fut d'accord avec Tom. Joe s'en tira pour cette fois, en s'entendant dire qu'il avait du sang de navet dans les veines. Provisoirement, la mutinerie restait là. L'obscurité augmentait. Huck se mêlait et bientôt se mit à ronfler. Joe suivit le mouvement. Tom, immobile, appuyé sur son coude, surveillait ses deux compagnons. Lorsqu'il les vit bien endormis, il se dressa prudemment sur ses genoux. À la lueur du feu de camp, il fouilla du regard dans l'air. Parmi les quelques morceaux d'écorce de sycomore qu'il put trouver, il en choisit deux, prit sa craie rouge et écrivit tant bien que mal quelques lignes sur chacun d'eux. Mit l'un des morceaux d'écorce dans sa poche, l'autre dans le chapeau de Joe, qui l'éloigna de quelques pas de son propriétaire. Dans sa poche, il déposa également quelques trésors d'une valeur inestimable pour un inconnu. Un morceau de craie, une balle de caoutchouc, 3 hameçons, une bille de bois. Puis, il s'éloigna sur la pointe des pieds vers les grands arbres. Lorsqu'il fut sûr que ses deux compagnons ne pouvaient plus l'entendre, il piqua en galop dans la direction du camp de sable.
merci d'être venu. Je vais prendre un petit 2 secondes juste pour vous présenter les acteurs et les lectrices pour la lecture animée qu'on vient de voir. Alors, on a, peut-être pas dans l'ordre nécessairement, c'est un petit mouvement, là, pour qu'on vous reconnaisse quand je vais vous nommer. Alors, dans le rôle de Tom Sawyer, on a Cédric Lemieux. Dans le rôle de Huck, Simon Perrault. Dans le rôle de Joe Harper, Zachary Scalabrini. Et nos fabuleuses lectrices, nous avons Laurie Hébert, Sophia Véronneau, Anne-Sophie Labelle, Alicia Dubreuil. Et à la régie, bien sûr, nous avons Audrey Garneau qui s'est occupée de faire les effets spéciaux qu'on pouvait entendre voir. Alors, j'espère que vous avez apprécié, parce que c'était beaucoup de travail, on travaillait fort. Ça a bien été, j'espère que vous avez aimé ça. Avez-vous aimé ça? Oui, je pense que oui. Ils ont été tranquilles. Ils ont été tranquilles. Ils ont aimé ça. C'était parfait. Vous avez été captivants. Vous avez été captivants. Oui. On est content que vous soyez passés. Alors, on vous renvoie à notre classe. Et je reviendrai, moi, avec un autre groupe. Nous reverrons. Alors, merci. Merci.